Bonjour et bienvenue à cet épisode 2 de Dans le multivers. En fait, c'est l'épisode 1 de Dans le multivers parce qu'on a décidé de changer de nom parce qu'on voulait pas se bloquer à faut en sortir un par mois. La raison de ça, c'est qu'on avait le goût la semaine passée d'en enregistrer un. Puis là, on s'est comme retenu parce qu'on disait que le prochain était le 28 février. Qu'on trouvait ça un peu dommage de se bloquer à cause de ça. Donc à partir de maintenant, c'est Dans le multivers. C'est l'épisode 1 de Dans le multivers, mais c'est l'épisode 2 de Dans le multivers. Cette fois-ci, on a séparé la vidéo en sujets. Donc on s'est chacun préparé un petit peu plus à l'avance pour vous faire de quoi de plus structuré, de plus beau. Pour moi aujourd'hui, j'avais un peu mentionné le sujet dans la première vidéo. Dans le fond, que je disais que j'avais bien aimé Corvol puis le Throne of Eldraine, le set Throne of Eldraine, fait que je vais en parler quand même pas mal. J'irai pas nécessairement dans les détails, à savoir combien il y a de Planeswalker, combien il y a de types de cartes, combien il y a de cartes en général. J'irai pas jusqu'à ce point-là, mais je veux quand même parler un peu de ce set que je considère un peu chouchou à mes yeux. Est-ce que tu vas nous parler de l'équipe de développement et tout et tout? Non, ça fait pas partie non plus. C'est vraiment plus, je considérais comme de la surface. Le jeu de Throne of Eldraine, les cartes. Puis... Ben, c'est ça. Puis en ce qui concerne l'histoire, puis ça je le mentionne autant pour Throne of Eldraine que pour le futur, moi je parlerai pas de l'histoire qui se passe en tant que telle, mais si jamais ça vous intéresse, l'histoire, je vous conseille 2 chaînes. Si c'est en français, allez sur la chaîne de Magic C'est Chic, qui prennent vraiment le temps d'expliquer là, avec de beaux visuels et tout, une belle narration en français évidemment de ce qui se passe. Sinon, vous pouvez en anglais par contre aller sur la chaîne de Hater Hub. Eux autres, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils font ça. Encore une fois, la narration est bonne, les images sont bonnes. Donc c'est deux chaînes que je vous suggère pour si vous voulez vraiment là, vous focusser sur l'histoire, là, si vous n'avez pas, mettons, lu les livres ou autre. J'ai aussi une suggestion à vous faire si vous voulez avoir autant l'histoire des sets que l'histoire, tu sais, je vous parlais justement de l'équipe de création, l'histoire de Magic, mais pas l'histoire de Niv Mizzet, l'histoire de Bolas, tout ça, mais l'histoire de comment ça a existé Magic the Gathering. Oui, éventuellement, je vais vous en parler un peu moi-même, mais il y a déjà des vidéos qui ont été très bien faites à ce sujet-là, puis c'est d'ailleurs pourquoi je vous en parle pas tout de suite, c'est que quand je vais vous en parler, je vais avoir ma façon moi de le faire. Mais je vous conseille la chaîne YouTube et le podcast de Terrain Basique, qui est québécois, donc contrairement à Magic C'est Chic, qui est français de France, donc on comprend quand même très bien ce qu'ils font, mais c'est dû en français de France, donc il faut que vous soyez habitués plus avec le jargon français. Tandis que Terrain Basique, la créature est trample, est flying, est first strike. Elle n'a pas la célérité, elle a haste. D'ailleurs, le premier épisode du podcast, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, personnellement, je vous conseille aussi la chaîne de Terrain Basique, autant la chaîne YouTube que le podcast. Mais les podcasts, maintenant, les nouveaux, ils sortent tous sur YouTube aussi, donc vous n'avez pas besoin de vous abonner à 2-3 places. Ils sont en train, tranquillement pas vite, de ressortir les anciens en version YouTube. Donc, merci Steve pour le complément d'information. Donc, moi, je vais enchaîner le plus là, sur mon sujet de Throne of Eldraine. Donc, le set est sorti là, le 9 octobre 2019. Donc, au moment que cette vidéo sort, le set est encore considéré dans le standard. Vers la fin septembre, qui sera plus considéré en standard. Throne of Eldraine, ben, si vous n'avez pas vu c'est quoi, vous allez voir que ce qui va vous frapper surtout, c'est les inspirations de Throne of Eldraine. C'est les contes des frères Grimm, les légendes arthuriennes, c'est principales sources d'inspiration là. Vous pouvez voir sur certaines cartes là, clairement là, que ce soit les 3 petits cochons avec leur rival qui est le loup. Vous pouvez voir là, la petite sirène. Parfois, vous allez voir aussi des références aux légendes arthuriennes, que ce soit les chevaliers de la table ronde. Là, parce que je crois, je me souviens, il y a je pense que c'est un enchantement qui s'appelle The Circle of Loyalty, si je me souviens bien, que ça représente les chevaliers de la table ronde. On voit très bien le symbole du rond avec les chevaliers autour. Là. C'est frappant, comme je pourrais dire, comme inspiration. Mais moi d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de monde quand Throne of Eldraine a sorti dire coudonc, c'est-tu une collaboration avec Disney?
Non, parce que beaucoup des contes de Disney qui ont adapté, c'est pas eux qui ont les droits. Ces contes-là, en très grande majorité, ont été créés par les frères Grimm et d'autres auteurs plus indépendants, là, comme si je pense là, à La Reine des Neiges. C'est pas Disney, c'est pas les frères Grimm, c'est un autre auteur dont le nom m'échappe malheureusement. Mais c'est dans le domaine public. Mais c'est ça, c'est dans le domaine public. Donc, vous pouvez voir que si vous regardez dans les cartes de Trône de Védrain, ils sont plus obscurs, sont plus, pas dire grotesques, mais c'est plus à l'original, parce que les films de Disney sont adaptés pour avoir des plus belles fins, que ce soit plus heureux, parce que il y a beaucoup de choses assez... oui, ouais, assez sombres. Pour ne citer qu'un exemple, là, parmi tant d'autres, dans la fin de Cendrillon, les belles-sœurs sont supposées danser avec des souliers qui sont chauffés à blanc. Chauffés à blanc. Donc, c'est pas, c'est pas super agréable. Non, je veux dire, le moins pire qu'on connaît dans les contes encore actuels, c'est Hansel et Gretel. On s'entend qu'on connaît tous le bout de la sorcière qui se fait mettre dans le four puis qu'elle meurt dans le four, mais tu sais, c'est pas aussi sombre que l'original. Ça, c'est juste une... C'est comme la surface d'un iceberg qui est à peu près ça de gros comparativement à ça, là. C'est vraiment, là, intense, là. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu de partie de mes 7 chouchous, parce que c'est familier, puis c'est de voir comme la twist qu'ils ont pris, là, pour... le faire. Puis si je me souviens bien, Mark Rosewater, il disait que ça faisait au moins une dizaine d'années qu'il essayait de faire un set justement dans ce style-là, puis que c'est là ils ont pu réussir à le faire. Donc, dans Trône de Védrain, mais comme dans chaque presque nouveau set, il y a tout le temps soit un thème ou des nouvelles mécaniques qui sont abordées. Dans Trône de Védrain, là, les mécaniques, c'est Adventure. Donc, vous avez des cartes là, quand vous allez regarder, on dirait qu'ils ont comme 2 fonctions, si je peux dire. Je vais prendre un exemple. Beanstalk Giant, que lui, vous allez voir que d'un côté, vous allez pouvoir payer comme 2 génériques et un vert. Vous pouvez aller vous chercher une Basic Land. Donc, c'est comme un Cultivate en quelque sorte. Mais vous avez de l'autre côté aussi que vous avez un autre casting cost. Si je me souviens bien, c'est 6 génériques et un vert. Puis lui, ça fait qu'il devient une créature qui rentre sur le battlefield, que son power toughness dépend de la quantité de plaine. Comment ça fonctionne? Vous pouvez caster l'adventure soit en sorcery ou en instant, tout dépendamment de c'est spécifiquement indiqué là, qu'est-ce que c'est, indépendamment. Après ça, la créature s'en va en adventure. En fait, c'est la carte qui s'en va. Ouais, la carte sur Adventure, pardon. Dans le fond, en exil. Ouais, c'est ça. Puis par après, vous pouvez payer l'autre casting cost pour après ça la rendre en créature. Là, très souvent, qui est une carte là, en créature. Parfois, elle a des habilités supplémentaires. Parfois, elle devient comme une vanilla card. Tout dépendamment vraiment de la carte que vous avez. Là. J'ai cité Beanstalk Giant parce que c'est une de mes favorite personnellement. C'est un cultivaire qui devient quand même un pas pire, bonne créature, donc c'est quand même pas si mal. Ils viennent aussi là dans Throne of Eldraine des cartes là qu'on surnomme Showcase. C'est des cartes principalement qui ont le Adventure, qui viennent avec un design différent là, un peu plus élégant, un peu plus fancy. Plus conte de fées, justement. Ouais, c'est ça qui rappelle plus, c'est plus féerique. Donc, il y en a qui sont super belles, comme je mentionnais, Beanstalk Giant, c'est une que j'aime beaucoup. Je trouve que l'image fait plus qui sort d'un vieux livre de contes. Mais il y en a d'autres qui sont très belles aussi. Là. Un autre qu'on aime tous les deux, Steve et moi, c'est Murderous Rider. Très belle carte aussi. Sinon, côté thème, il y a eu l'introduction des Food Tokens. Donc, il y a beaucoup de créatures qui jouent avec le Food Token. Donc, ça fait partie comme d'un des petits thèmes présents. Il y a aussi les non-humans, les non-humains. Comme je prends par exemple un qui joue beaucoup avec ce concept-là, c'est Grumgurly de Generous. Que moi j'adore appeler Grumle. Oui, parce que lui, son habilité, c'est que lorsque vous castez une créature non humaine, la créature rentre avec un compteur +1/+1 dessus.
Puis il y a quand même beaucoup de noms humains dans le set, donc ça joue avec ce type-là pour donner un boost là, supplémentaire. Donc dans chaque set qui a un lien avec l'histoire qui se passe là, dans Magic, il y a toujours des cartes qui font un story spotlight. Donc c'est bien indiqué dans le bas de la carte là, qui vous donne très brièvement de qu'est-ce qui se passe là, en tant que tel. Ça, c'est quand même nouveau, Story Spotlight. Kaladesh, je pense, ça a commencé les Story Spotlight. Fait que ça donne brièvement qu'est-ce qui se passe. Donc la première, c'est Unexplained Vision. Donc on voit sur le dessin de la carte là, les jumeaux Rowan et Will qui sont devant le miroir magique, qui est un très bon artefact en passant dans le set, qui voit une vision d'un cerf. Donc ils se demandent est-ce que ça aurait pu avoir un lien là avec ce qui se passe actuellement parce qu'ils recherchent leur père. Qui est le roi disparu. Donc ensuite, la seconde carte qui vient, c'est Kenrith's Transformation. Donc c'est une carte qui représente un enchantement qui transforme ta créature en un elk ou cerf 3-3 vert qui perd toutes ses habilités. Donc ça vient confirmer que leur père était transformé en chevreuil. Donc la troisième carte, c'est Return of the White Speaker. C'est une carte qui a plusieurs, je pense que c'est des modes quand ils ont choisi un ou plus. Oui, c'est ça. C'est une carte dans le vert, Garruk, qui est en train de se libérer de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est en fait la malédiction du Chainveil qu'il a reçu de la part de Liliana Vess dans le passé. Enfin, il est libéré. Il est lui-même désormais parce que pendant longtemps, il était... Cursé. Ben, il voulait juste tuer des Planeswalkers. C'est ça, il voulait juste tuer les Planeswalkers, il était vraiment plus lui-même, donc ça fait du bien de voir notre bon vieux Garruk. C'était un vrai Huntsman. Oui, il chassait n'importe quoi, n'importe qui. Et ben la dernière carte, c'est Happily Ever After, donc ça rappelle justement les contes de fées, que les fins heureuses, les vécus heureux et à tout jamais. C'est une carte dans le blanc, c'est un enchantement parce que c'était si on avait certaines conditions, je me souviens plus si au niveau créature ou si c'est au niveau de carte, que quand ces conditions-là étaient requises, quand elles étaient respectées, vous gagnez la partie. Et sur le dessin de la carte, si on voit le roi Kenrith qui est revenu lui-même avec sa reine, la reine Lindell, qui sont en train de célébrer le retour du roi, tout simplement. Là. Donc, c'est en gros ce qui se passe là, brièvement là, dans l'histoire. Sinon, Throne of Eldraine amène des nouveaux types de créatures et même réintroduit un ancien type là, qui avait disparu. Dans les nouveaux types de créatures, on a les Warlocks, on a les souris. Ce qui est drôle, c'est que dans ce set-là, les souris étaient juste sous forme de token. C'était la seule façon d'avoir une souris quelque part. Il n'y avait pas de créature que vous pouvez caster qui avait le type souris. Et le troisième type de créature qui fait quand même du sens dans l'histoire, c'est paysan. c'est très approprié. Et Désolé, je m'étouffe avec une gorgée que j'ai bu. Et la réintroduction du type, c'est les nobles. Donc, ça aussi, ça fait également du sens avec le set de Throne of Eldraine. Oui, vous avez les rois, les reines, mais vous avez aussi ceux qui sont en dessous d'eux au niveau de la hiérarchie, qui sont plus par exemple, les barons, les nobles, les ladies. Bref, ça fait plus cette catégorie-là. Ma réaction, c'est parce que je me souvenais plus qu'il y avait déjà eu des nobles, puis là, ça vient de me flasher. Flash! Donc, dans Throne of Eldraine, ils avaient aussi là 4 decks Brawl pour ceux qui savent pas c'est quoi Brawl ou qui ont un blanc de c'est quoi Brawl. Dans le fond, c'est en quelque sorte un format Commander. C'est juste qu'à la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir 100 cartes, c'est 60 cartes seulement. Ça inclut le Commander dans le 64. Malheureusement, j'ai un blanc sur quand est-ce que Brawl existe. Brawl a été introduit à Dominaria. Je vais en profiter pour faire un petit cours d'histoire rapide. Brawl a été introduit à Dominaria. C'est d'ailleurs pourquoi qu'il y a eu la promo card de Buy a Box de Dominaria. Était dans le but de faire des Brawl. Wizard a essayé de mousser des Brawl en forçant les stores à faire des événements Brawl. Par contre, ça n'a pas tant levé. Fait que
parce que les autres, pour Wizard, c'est quand même rentable dans le sens qu'on va vendre des cartes. Si on a un format Commander qui rotate, ça va faire vendre des cartes. Parce que rotate, c'est ce qui fait vendre des cartes. Donc, ils ont essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'avec Throne of Eldraine, ils sont arrivés avec ce qui, selon moi et plusieurs personnes que je connais, auraient dû arriver avec des Dominaria, des Brawl Decks, déjà tout fait, qui étaient quand même potables pour, vas-y, essayer le format de Brawl. Donc, les 4 decks Brawl de Throne of Eldraine sont étonnamment 4 très bons decks là, que vous pouvez acheter puis déjà juste le jouer comme ça. C'est mon humble avis. Il y en a qui vont dire que ce deck-là il est trop pourri ou il demanderait trop de modifications, mais je trouve que c'était quand même 4 bons produits là, pour acheter et jouer immédiatement si c'était juste pour l'essayer. Oui, puis bien sûr, c'est mieux d'acheter un Commander deck, mais ça peut aussi faire une bonne base pour starter un deck Commander. Aussi. D'ailleurs, il y a l'un de ces decks-là qui est devenu un Commander, comme je l'ai mentionné plus tôt là, dans la précédente vidéo. Ça a été le cas de Korvold qui est devenu un Commander, qui était à la base un Brawl. Donc, je vais vous présenter brièvement les 4 decks Brawl. Le premier se surnomme Wild Bounty. C'est un deck 3 couleurs, vert, blanc, bleu, qu'on surnomme Bant. Juste petit off-topic, les noms de 3 couleurs et tout viennent originellement de Tarkir qui donnait des noms à des tribus là, 3 couleurs. Donc souvent quand les gens vont parler de certains de ces noms-là, c'est en référence à ces couleurs-là. C'est plus vite à dire que blanc, bleu, vert, blanc, bleu, noir, et etc., etc. Tout comme les 2 couleurs sont pas mal nommées d'après les guildes de Ravnica. Ouais, c'est ça. Pas comme par exemple Dimir, Rakdos, Orzhov, etc. C'est juste quelques exemples, mais je voulais en même temps prendre le temps de préciser que si vous entendez parfois des drôles de noms, c'est normal. Ouais, ça. Ben, tu sais, comme même Tarkir, c'est encore un peu récent, mais tu sais, Ravnica est très récent. Fait qu'un nouveau joueur a plus de chances de connaître les noms des guildes qu'un de Tarkir qui date quand même de 5-6 ans. Non, c'est sûr de moins connaître le nom des clans. Donc, pour en revenir, White Bounty qui est Bant. Le commander, c'est Chulan, Teller of Tales. Lui, c'est un deck qui est plus orienté vers les créatures. Donc, ce qui est selon moi, puis quand même beaucoup de personnes partagent cette même opinion-là aussi, que c'est un bon deck pour si vous voulez présenter Magic plus par exemple à des plus jeunes. Parce que souvent les plus jeunes ou les débutants vont préférer jouer beaucoup avec avoir beaucoup de créatures sur le battlefield et tout. Donc vu que c'est plus concentré là-dessus, mais c'est quand même une bonne façon de débuter. Puis c'est relativement clair aussi ce que Chulan fait. Ce qui fait que si je veux être sûr, si je me souviens très bien, c'est lorsque quand une créature, quand vous castez une créature, vous pouvez piger une carte et vous pouvez mettre une laine de votre main sur le battlefield. Donc ça vous permet de mettre un ou des laines supplémentaires de façon gratuite là, sur le battlefield, mais c'est pas une obligation. Donc le texte clairement dit mais, donc vous pouvez, ce n'est pas nécessaire. Et par la suite, vous pouvez aussi ramener une créature du battlefield dans votre main via un casting cost, évidemment. Mais bon, je considère toujours que c'est un excellent deck pour présenter à quelqu'un qui est plus ou moins familier à Magic. Le second deck se nomme Fairy Schemes. Donc, par le nom, vous pouvez vous douter qu'il y a quand même une certaine, peut-être des fées à l'intérieur, qui est encore... un deck de Dino. Non, pas du tout. Donc, il est encore un autre concept là, issu des contes de fées. Ouh, oui, c'est poussé très loin. Donc, le deck de Fairy Schemes, ses couleurs sont blanc, bleu, noir. Donc, dans un autre jargon, on l'appelle Esper. Le commander de Fairy Schemes se nomme Alela, Artful Provocateur. C'est une créature qui est Flying, Death Touch,
Lifelink. Parmi ses habilités, elle fait que les autres créatures que vous contrôlez qui ont Flying, ils ont +1, +0. Donc, elle rend vos créatures Flying un petit peu plus fortes. Et lorsque vous castez un spell, soit d'artefact ou enchantement, vous créez un token Fairy bleu 1/1 avec Flying sur le battlefield. Donc, elle, c'est clairement un commander bon pour si vous voulez jouer plus artefact ou enchantement, avec un peu de Flying pour pouvoir les rendre un peu plus forts. Le troisième deck se nomme Knight's Charge. C'est un deck tribal. Donc, pour ceux et celles qui ont peut-être oublié ou qui ne savent pas c'est quoi un deck tribal, c'est un deck où c'est que vous avez un thème vraiment spécifique, plus souvent en lien avec les créatures, qui vont s'encourager, si je peux dire, ils vont se booster entre eux pour pouvoir être plus dominants sur le battlefield. C'est des slivers, dans le fond. Oui, les fameux slivers. Dans le cas de Knight's Charge, le nom dit, c'est un deck tribal de chevalier. Ses couleurs sont le rouge, rouge, noir, blanc, qui est appelé Mardu. Le commander de ce deck-là, de Knight's Charge, se prénomme Sir Gwyn, Hero Ashvel. Petit fun fact, Sir Gwyn, c'est une femme. Juste un petit fun fact comme ça. Bon, c'est pas un fun fact, c'est juste normal. C'est une carte qui a vigilance et menace. C'est un deck, oui, qui joue tribaux avec les chevaliers, mais qui joue aussi avec les équipements, les artefacts. C'est un peu normal, on doit équiper nos chevaliers d'armes et de boucliers pour les rendre meilleurs. C'est juste très très logique, si vous voulez mon avis. Ses habilités, lorsqu'une créature que vous contrôlez qui est équipée attaque, vous pigez une carte et vous perdez un point de vie. Elle, contrairement à Chulen qui disait que vous pouvez mettre un land sur Battlefield, Sir Gwyn vous oblige à le faire. Vous êtes obligé de le faire. Donc, pour Chulan, c'est un peu logique que c'est Yume, parce que si t'en as pas de land dans tes mains, c'est quoi, tu perds la game? Ben, mais pour Sir Gwyn, vous devez le faire. Vous êtes obligé. Sinon, elle possède une autre habilité avec son pigage de cartes et de perdre une vie. Si jamais les équipements que vous contrôlez, ils vous coûtent 0 à équiper sur un chevalier. Donc, c'est un deck, oui, vous mélangez chevalier, mais avec beaucoup d'équipements pour que ça ne vous coûte rien pour pouvoir booster vos chevaliers et les rendre beaucoup plus efficaces. Fait que c'est Knight Voltron. En quelque sorte. Voltron, brièvement, ça signifie que vous équipez souvent une créature de plusieurs artefacts. Si des fois on parle de mots que vous connaissez pas, que vous dites c'est quoi ça, Voltron ou quelque chose, gênez-vous pas le dire dans les commentaires, ça peut devenir un sujet d'une prochaine vidéo. Effectivement. Le dernier deck Brawl, qui est mon chouchou personnel, le deck comprenant Corvol, qui se nomme Savage Hunger. Donc, pour ce qui est de Corvol, je vais en parler un peu plus tard, vraiment, là, parce que c'est plus précis. J'aime ça l'avoir un peu plus précis en tant que tel. C'est un sujet plus détaillé plus tard dans la vidéo. Oui, effectivement. Dans le deck Knight's Charge, il y avait une misprint. Ça peut arriver, étonnamment. Étonnamment. C'était pour la carte qui se nomme Corpse Knight. C'est une carte que normalement elle a un power et toughness de 2-2, mais pour des raisons quelconques, elle a été imprimée comme étant une 2-3 dans le deck Brawl. Donc Magic ont pris la peine d'insérer une petite note avec comment il s'appelle celui qui est dans le Totally Lost? Fibbletip. Fibbletip, merci, qui mentionne aux joueurs de lire le petit carton avant de commencer à jouer pour signifier qu'ils doivent changer le Corpse Knight du deck de Brawl pour une 2-2. Donc pour la fin de mon sujet, j'ai gardé le gâteau, si je peux dire, parce que ça concerne notre ami Oko. Oko! Lui, tout le monde l'aime! Oui, il est tellement aimé que... Mais tu sais, c'est le genre d'ami que t'aimes tellement que tu veux jamais le voir, là. C'est le genre d'ami qu'il est banni dans tout, sauf dans Vintage. Ah. Vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Catherine? C'est qui ce Oko-là? Ben, en fait, non, parce qu'il le voit en ce moment. Ouais. Mais je vais quand même l'expliquer. Donc, Oko.
Pour commencer, Oko, c'est un Playroad Walker qui coûte vraiment pas cher à casser sur Battlefield. Un bleu, un vert, un générique, donc 3. Il arrive avec 4 Loyalty Counter, ce qui est quand même très bon de base. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Oko? Son plus 2, vous créez un faux token. C'est quand même correct. Si vous jouez avec des faux tokens, sinon, ben, peu importe. C'est son plus 1 qui est un peu agaçant. Qu'est-ce qui fait son plus 1? Vous choisissez le target, artefact ou créature perd toutes ses habilités et deviennent un chevreuil vert avec une base et power toughness de 3-3. Ça, justement, Oko aurait été beaucoup plus équilibré et pas ban nulle part si ça avait été un -1 à la place d'un +1. Ça aurait été parfait. Là, Oui. il aurait été, ok, je peux me débarrasser d'un gros threat, je peux jouer, je peux m'arranger, puis je suis correct, mais sauf que ça enlève un loyalty. Puis déjà, il aurait été fort encore pareil, là, mais il aurait été gérable. Ouais. Là, comme c'est un +1, je peux le faire à l'infini. Ben oui. Et en même temps, j'avais mentionné dans le Story Spotlight plus tôt que Kenrith avait été transformé en un cerf et qu'il y avait la carte Kenrith's Transformation qui fait que la créature ciblée devient un cerf vert 3-3. Je pense qu'on a trouvé le coupable de la transformation du roi. Je sais pas vous, là, mais je pense qu'on a trouvé. Parfait, on se passe, c'est Garo. Puis, Garo qui l'aurait chopé avant de le transformer, je pense. Son -5, son ultime, vous échangez le contrôle d'un target artefact ou créature que vous contrôlez et le target creature qu'un opposant contrôle avec un power de 3 ou moins. Donc, non seulement vous transformez des créatures, mais en plus, vous pouvez les échanger comme ce bon vous semble. Un bon petit jeu de cartes. Ah oui, c'est ça. Donc, malheureusement, il n'aura pas vécu longtemps. Ben, Il n'y a pas eu une autre version aussi de Oko? Oui, Oko de Trickstars. Lui, il n'est pas banni. Tout simplement parce que son casting cost est beaucoup plus haut. 4 génériques, un bleu, un vert. Donc, ça fait une très grosse différence en partant comparativement là, à son Oko Thief of Crowns de 3 en général, point. Donc, si vous aviez un Oko dans vos boosters, oui, c'est cool, mais en même temps, c'est pas cool. Avant qu'il soit ban, Oko valait une fortune. Oui, Parce que c'est ça, tout le monde le voulait parce qu'il justement il était pas ban. Fait que... Puis même que, vu que Throne and Drain est sorti en octobre, vous savez qu'octobre c'est October, les gens se sont amusés à appeler le Oko Burr. Et petit fun fact, pour une rare fois, c'est moi qui vais vous sortir un fun fact. Il y a déjà eu un joueur qui a gagné une game en tuant son adversaire avec un Black Lotus grâce à Oko. Il n'a pas tué le joueur en faisant quelque chose avec le Black Lotus. Non, Le Black Lotus était rendu un 3-3L qui a tué son adversaire avec un Black Lotus. Ça, je pense que ça bat le gardien de but qui compte le but de la victoire dans un match de hockey. Ouais, donc Oko est famous, mais Pas nécessairement pour des bonnes raisons. c'est ça malheureusement. Même si je trouve personnellement qu'il a un design super cool. J'espère qu'on va le revoir un moment donné dans une version. C'est un peu comme Tibalt qui était tellement pourri, mais que là, ben Tibalt c'était l'inverse, il était tellement pourri. Mais là qu'on le revoit puis qu'il est comme plus hot, qu'il est comme plus le fun, on voit qu'il y a de quoi là, puis le storyline présentement dans Kaldheim avec Tibalt, c'est nice. Oui. Fait que j'espère qu'Oko on va le revoir. Maintenant, une grosse annonce que Wizard a faite là, environ un mois maintenant. Ça avait été fait un petit peu avant l'enregistrement de la première vidéo. J'avais d'ailleurs passé proche d'en parler dans la première vidéo. Mais c'était trop chaud comme sujet. Je voulais avoir le temps d'y réfléchir comme il faut plutôt que de juste réagir à chaud. Puis peut-être dire des choses que une semaine, 2 semaines plus tard, je ferais. Ouais, ça finalement, je suis pas d'accord. C'est pas ça tout à fait que je pense. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Comme on fait des fois dans la vie, là, on réagit à sur quelque chose, on est déçu, on est fâché, on dit ah ça c'est pas bon, puis ça. Puis finalement, 2-3 semaines plus tard, on fait ouais, finalement il y avait ça. Ah, puis il y a ça. Puis tu sais. C'est pour ça que j'ai pris le temps.
Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est le temps d'en parler. MTG Universe Beyond. Donc, ce qui s'en vient. Universe Beyond, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est Magic sans être Magic. C'est la façon basique de nommer ça. C'est Magic qui va aller visiter, confirmer l'univers de Lord of the Rings, l'univers de Warhammer 40 000. C'est Magic qui va aller visiter des univers déjà existants de d'autres séries. Donc, pourrait nous sortir un set sur Mario Bros dans 2 ans. Il faudrait qu'il y ait un partenariat avec Nintendo, mais c'est possible. Ils peuvent nous sortir des sets sur plein de choses. C'est la porte qui vient de s'ouvrir sur un univers. Ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a du monde qui se plante dans les deux camps, puis les deux ont un peu raison. Donc, je ne vous donnerai pas une opinion parfaitement tranchée aujourd'hui de je suis pour, je suis contre. Je vais plutôt vous donner des pistes de réflexion à savoir si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Est-ce que moi je suis pour, est-ce que je suis contre? Je vais vous le dire tout de suite en partant. Je ne le sais pas. C'est plate à vous dire, puis c'est pour ça justement que j'aurais pas une opinion tranchée, puis que je vous le dirai pas. Je le sais pas si je suis pour ou si je suis contre. Parce qu'il y a des bons points dans les deux et il y a des très mauvais points dans les deux. Premièrement, il faut savoir, Magic the Gathering, c'est le premier TCG. C'est le premier jeu qui a sorti, qui a pogné. Il a été fait en 80. Il a été préparé et tout ça. Ça a été pour, au début, c'était avec nos chums, entre 2 games de Donjon Dragon, on va jouer à ça, ça va nous faire de quoi, en attendant que nos amis arrivent, il y a tout le temps qui arrive plus tard que les autres, ça va nous faire de quoi à faire en attendant, ça se joue vite, s'il arrive pendant qu'on est en train de finir, 5 minutes, c'est fini, c'est parfait, ça va se faire rapidement, ça va être le fun, on va avoir du fun. Ça a pogné. Ça a pogné, Alpha s'est vendu en un temps record, Beta, qui était le reprint avec quelques modifications, s'est vendu en un temps record. Ils ont sorti Unlimited, ils ont sorti Arabian Night, ils ont sorti Revise, ils ont sorti... Je commencerai pas à faire la nomenclature de tous les sets. De toute façon, éventuellement, on va finir par venir d'un sujet dans le multivers. Mais ça a pogné. Le monde a joué, le monde a aimé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres compagnies qui ont fait comme ah, il y a un filon. On va le suivre. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé avec ce filon-là? C'est que moi, je suis Steve. Elle, c'est Catherine. On a tous les deux chacun nos decks de Magic. On trouve ça cool de jouer à Magic. Ça fait déjà 6-7 mois qu'on joue à Magic. On a déjà payé 500-600$ en cartes parce qu'on voulait avoir du fun. On s'est acheté des boosters d'Alpha, de Beta, d'Unlimited, d'Arabian Night. On s'est fait du fun. On a des cartes. On a 2-3 decks chaque. On a nos amis qui jouent. Là, il y a le jeu Arklurk qui sort. Hey, ça a l'air cool, Arklurk! Ouais, mais faut que je me rachète des boosters. Faut que je me rachète ci. Faut que je me rachète ça. Là, eux autres, ils ont un système que ça me prend un petit dé pour faire ça. Ça me prend ça. Fait que là, est-ce que je me rachète ça? Non, je me rachèterai pas ça. Je vais acheter un booster. Ah, c'est cool, mais c'est pas mal la même affaire. J'ai déjà mon Magic. Je vais continuer avec Magic. Puis, des compagnies comme ça qui en ont sorti, il y en a des millions. Il y a même Wizard qui ont sorti leur propre autre jeu. J'en ai un ici. Les Simpsons. Un jeu des Simpsons. The Wizard of the Coast, le Célène Wizard of the Coast. Ma boîte est encore scellée, elle flambe en neuve. Ça n'a pas pogné. Non. Pourtant, les Simpsons, c'est archi populaire. Mais ça n'a pas pogné. Pourquoi? Je vous l'ai dit tantôt. Wizard of the Coast, il y a Magic. Pourquoi je jetterais d'autres choses? Qu'est-ce qui pogne comme TCG? Magic. C'est le premier. Pokémon, les enfants. Yu-Gi-Oh, le Japon. Pourquoi vous pensez que Wizard se fait le bip à sortir des cartes spéciales en japonais? Sortir un dual deck japonais. Sortir des artworks fucking spéciales en japonais. Nous inciter à acheter des boosters en nous disant hey, si vous achetez ce booster-là, qu'on vous vend, c'est le même booster que l'autre à côté. Là. Mais on vous le vend le double du prix. Vous pouvez pogner le artwork en japonais. Parce qu'ils veulent percer le marché du Japon. Ils veulent le tasser, Yu-Gi-Oh! Puis ils tasseront pas Yu-Gi-Oh! En sortant des cartes en anglais. Ils vont tasser Yu-Gi-Oh! En faisant de l'argent avec des cartes spéciales, des choses qui vont chercher les Japonais. C'est pour ça que les Mystical Archives de Strixhaven, on regarde les artworks, ça fait Japon. Ils sont magnifiques en plus. Effectivement, Godzilla, ça fait Japon. Ikoria, c'est en japonais. Les Planeswalkers de War of the Spark japonais, ils font Japon.
Les Japonais, c'est un peuple qui est comme ça. On veut nos choses qui sont à nous. Pourquoi vous pensez que ça a fait aussi un grand tollé quand Nintendo a backstabé Sony, quand c'était le temps de la PlayStation, de Nintendo PlayStation mélange avec Sony? Pourquoi vous pensez? Parce que c'était le Japon qui backstabait le Japon. Pire que ça, pour s'allier à un empire américain. C'était la controverse totale. Fait que là, Yu-Gi-Oh!, c'est japonais. C'est Konami. Ça appartient. Wizard of the Coast, c'est américain. On ne veut pas avoir ça. Mais là, Wizard of the Coast, eux autres, ils veulent aller le chercher, le marché japonais. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent des affaires très, très insensibles. Nintendo, c'est qui avait parti ça au début? Pas Nintendo, mais Pokémon. C'était Wizard of the Coast. Si vous sortez les premières éditions, là, à l'endos, c'est écrit Wizard of the Coast. Ça a fait un scandale quand Nintendo a fait finalement, on n'en fera plus des jeux de cartes Pokémon. Ça nous intéresse plus. Quelques mois plus tard, Nintendo, hey, on sort nos propres versions des cartes Pokémon. Ça a fait un tollé entre Nintendo et Wizard. Mais c'est les 3 jeux de cartes qui pognent. Il y en a plein qui sortent. Ils durent 2-3 mois. Là, il y a Dragon Ball qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui pogne un peu. Il y a eu Final Fantasy qui est sorti, il a pogné un peu. Mais c'est tous des jeux qui pognent un peu. Coupe de mois, coupe d'années quand ils sont chanceux. Puis après ça, ils floppent. Ils floppent parce que je vais dire un chiffre de même, j'ai 2000$ de cartes ici. Est-ce que je veux me racheter 2000$ de cartes d'un autre jeu des Simpsons? Que j'adore les Simpsons. Mais est-ce que je veux me racheter un 2000$ de cartes des Simpsons? Non. Puis en plus, je connais plein de monde qui joue à Magic. Je connais personne qui joue aux Simpsons. Je connais personne qui joue à Dragon Ball. Je connais personne qui joue à Flesh and Blood, qui vient de sortir, qui est le nouveau jeu super populaire, puis c'est donc pas cher, puis c'est donc bien mieux que Magic, comme à peu près tous les autres jeux qui ont sorti auparavant. Mais il n'y a pas personne qui y joue. Fait que je vais payer 2000$ pour jouer tout seul dans mon salon, puis juste trier mes cartes. Ben ouais, ou non. Fait que c'est ça le gros problème. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est bien Universe Beyond, parce que ce qu'ils vont pouvoir faire, là, c'est bon, Steve, tu sais, les Simpsons, là, tu tripes, t'adores ça, tu trouves ça le fun. Hey, on va te faire des cartes Magic des Simpsons. Mais là, c'est là qui est mon problème. C'est là qui est mon gros problème. C'est là que je suis pas content. Parce que Lord of the Ring, tu me l'inclus dans les Simpsons, c'est pareil. C'est un copier-coller. Mets-moi Gandalf, c'est pas grave. C'est un wizard, c'est un sage, c'est un sorcerer, c'est un human wizard. Sors-moi Bilbon, crée-moi un flavor text de Hobbit. C'est sûr que personnellement, si tu me dis que c'est un nain, je vais avoir un peu de misère à l'acheter. Surtout que, c'est ça, je vais avoir un peu de misère à acheter le fait que c'est un nain. Je vais avoir un peu de la... Mais, tu sais, t'as juste à me dire que c'est Creature Hobbit, j'ai pas de trouble. Ça va bien. Warhammer, Kaladesh tiré par les cheveux. Déjà, je trippe pas. C'est trop technologique. Kaladesh, c'était technologique, mais c'était technologique légendaire, si on veut. C'est du hater, c'est du... C'est de fantasy. C'est ça, exactement. C'est du fantasy future. Je sais pas si ça existe comme terme. Il y a sûrement un beau terme qui existe pour dire ça. Mais c'est du fantasy future. C'est correct. Ça fait du sens. Warhammer, j'ai plus de misère déjà. Tu sais, avoir des mechas qui apparaissent dans mon jeu de Magic, j'ai un peu plus de trouble. Arrive-moi la Godzilla, avec tu me mets, je sais pas, Darksteel Colossus, puis que tu me mets en haut, en beau texte, que c'est un... Je connais pas Warhammer 40 000, là, fait que je pourrais pas vous donner le vrai nom de l'affaire, mais même moi que c'est une vraie affaire de Warhammer 40 000, avec un artwork qui fait Warhammer 40 000, un flavor text qui fait Warhammer 40 000, mais ça reste Darksteel Colossus, aucun problème. J'achète le set demain matin. Puis, aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Wizard, ils ont fait un test avec. Si vous dites, ah, Wizard, ils savent pas ce qu'ils font en faisant ça. Ils savent très bien. Ils ont fait un test. Puis leur test, c'est celui qui s'est le mieux vendu de l'histoire. Secret Lair Walking Dead. Tout le monde a chialé. Tout le monde a dit, ça fait pas de sens, ça peut pas être des cartes de Magic. Ah, moi je vais arrêter. Il y en a même qui ont créé le format Capitaine, parce que le format Capitaine, il exclut les cartes de The Walking Dead. C'est rendu un format qui banne des cartes juste parce qu'ils ont sorti dans un set précis.
Ça marche pas. Parce que, je m'excuse, mais si tu fais ça, ça veut dire qu'il faut que tu bannes la carte Arena. Faut que tu bannes le dragon qui avait sorti à Dragon's Con en 94. Ils sont pas bannes, ces cartes-là. Tu peux les jouer. Mais pourquoi que celui-là, parce qu'il s'appelle Negan, tu veux le bannir? Parce que il fait pas ton affaire. Mais tu es allé l'acheter à côté. Vous êtes, ouais, je trouve ça con, mais je vais l'acheter. Mais c'est plate, mais c'est nous autres, les joueurs, qui a le pouvoir. Si personne l'avait acheté, Secret Lair, pensez-vous qu'il nous aurait annoncé Universe Beyond? Il aurait fait, ok, les gars, on arrête tout ça, puis on fait rien. Le set de Lord of the Rings qu'on avait prévu, on va le sortir un peu à l'Eikorio en nous faisant des Godzilla. On va nous faire ci, nous faire ça. Puis on sortira pour un set complet Lord of the Rings, parce que les joueurs le veulent pas. Les joueurs ont un pouvoir immense qui s'appelle l'argent. Si j'en veux pas de Time Spiral Remaster, j'en achète pas. Je vais pas juste dire j'en veux pas. Je le montre que j'en veux pas. Si je trouve que c'est trop cher, j'achète pas 4 boîtes. J'en achète pas. J'achète peut-être un booster pour le fun, pour me rappeler des souvenirs. Peut-être 3 pour me faire un draft avec des amis. 6 parce que je me fais un seal avec des amis. Mais j'achète pas une caisse. C'est le pouvoir de l'argent. C'est sûr, Wizard of the Coast, c'est une compagnie. Ben, Hasbro, c'est une compagnie. Wizard of the Coast, c'est une branche de la compagnie. Son but, c'est de faire de l'argent. C'est normal. Est-ce que vous me dites que je veux un set des Simpsons demain matin? Non. Est-ce que je vais l'acheter? Oui. Est-ce que je viens de dire exactement le contraire de ce que je dis depuis tantôt? Oui. Savez-vous quoi? Je suis un humain, moi aussi. Moi aussi, j'en veux des choses. Moi aussi, je trouve ça cool. La journée que j'achète les Simpsons, j'achète 4 caisses. J'exagère, j'ai pas eu budget pour m'acheter 4 caisses de F4. Mais je vais l'acheter, le set des Simpsons, c'est garanti. Mais est-ce que je vais être content? Non, parce que je vais trouver ça weird de voir Homer Simpson se battre contre Liliana Vess. Même si dans les faits, effectivement, c'est très drôle. Mais c'est niaiseux. Mais est-ce que ça vient d'ouvrir une multitude d'opportunités? Oui. Est-ce qu'en Legacy Vintage, ça va être bizarre? Oui. En Commander, est-ce que ça va être bizarre? Oui. Est-ce que je suis content que ça va arriver? Oui. C'est genre la meilleure réponse que je peux donner. Un mix de oui et de non. Tu sais, tout dépend de comment ça va être fait aussi. J'ai pas... Je peux pas vous dire que c'est parfait. Est-ce que je suis content qu'on ouvre des portes? Oui. Parce qu'ouvrir des portes, c'est cool. Le jeu des Simpsons, j'aurais aimé ça qui pogne. Je jouerais aujourd'hui. Mais ma boîte, elle va rester scellée à vie. Parce qu'il y a personne qui va jouer avec moi si je la rouvre. Fait que pour moi, elle vaut de quoi vu qu'elle est scellée. D'en voir 2, j'en ouvrirais peut-être une pour avoir une coupe de cartes. Est-ce que là, demain matin, il m'annonce dans Multiverse, dans Universe Beyond, on vous sort un NHL? Là, je vais trouver ça cave. Ça, c'est un no way. Est-ce qu'un Simpson fait du sens dans Magic? Pas en tout. Est-ce qu'un Family Guy a du sens dans les Simpsons? Pas en tout. Est-ce que Zelda fait du sens dans Magic? Je suis un fan fini de Zelda. Puis je suis obligé de vous dire que oui, ça fait du sens. C'est un elfe. C'est un Kokiri. Ben, c'est des Kokiri. Mais Link, c'est un elfe. Zelda, c'est une elfe ou une humaine. Ganondorf, c'est un orc, un troll. Nomme-les comme tu veux. C'est pas trop. Ben, pas. C'est Ganon. C'est une beast. Puis même, ça fait une MDFC awesome. Ben oui. Ou une carte qui transforme awesome. Tu sais, il y a un genre de werewolf, mais au lieu d'être un werewolf, d'un bord c'est Ganondorf, puis quand il se passe de quoi, il devient Ganon. Ah oui. C'est awesome. Est-ce que ça fit avec l'univers de Magic? Oui. Il y en a que oui, il y en a que c'est des oui, mais il y en a que c'est des non. Je reviens à mon Simpson, ça fait pas de sens. Zelda, ça en fait. Warhammer 40 000, j'ai bien hâte de voir. Il est tiré par les cheveux de Kaladesh, fait qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Lord of the Ring, ça fait du sens. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de voir où ce qu'ils vont aller. Pour l'instant, ce qu'ils me montrent, soit ça fait du sens, ou ça peut faire du sens si c'est bien fait. Fait que je vais laisser la chance aux coureurs, je vais voir ce que ça donne, puis je verrai dans le futur si mon opinion change, puis si je me fais une opinion fermée. Pour l'instant, mon opinion est ouverte. Ce qu'ils ont annoncé, Lord of the Ring, fine, j'ai zéro problème. Warhammer, montre-moi ce que tu vas donner. Puis je pense que c'est Warhammer qui est celui qui va avoir l'œil dessus. Faut voir ce qu'ils font avec. S'ils font de quoi de bien,
fine, j'ai pas peur pour la suite. S'ils font n'importe quoi, là, ça va faire mal. Donc, on va aller faire notre ouverture. Oui. Et cette fois-ci, vu que Time Spiral vient de sortir, eh bien, on va se gâter en ouvrant 6 boosters de Time Spiral Remaster. Oui. Donc, on se revoit tout de suite après. Donc, nos boosters, on commence l'ouverture. Wouhou! Stuffy Doll. Stuffy Doll. Stuffy Doll. Pourquoi t'as dit Stuffy Doll? Ah, ok. J'avais remarqué que ton prochain que t'allais ouvrir, c'est un Stuffy Doll, mais... Donc, Think Twice, Homing Sliver, Uktabi Drake, quel nom de nom, Urbug Siphon Mage, Kavu Primarch, Gaiten Raiders, Psychotic Episode, Pallid Mycoderm, Giant Dust Swap, Poultice Sliver, j'aime que ça fait quasiment poule, Core Dirge, Cryptid Annelid, Tolaria's West, Nice. Lavinia Azorius Renegade, Ooh. Lanoir Mentor Enfoy et un token Saproling. Nice. Fait que je vais aller un petit peu plus vite. Donc, Dreamstalker, Riddle of Lightning, Assassinate, Age of Autumn, Feebleness, Croclaw Transmuter, Blade of the Sixth Sprite, Tendrils of Corruption, Children of Cordis, au moins c'est pas Children of Argon, Judas Avenger, Heartblade, Street Wraith, Oh, nice. Sedge Sliver, ooh, Ooh. Everflowing Calice, Blight Speaker, Oui. Enfoy, il y a un token 8. Qui est magané pas à peu près. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, le coin Ouais. est tout pété. Ouais, Donc, on le voit un peu là, de ce que je crois voir dans le retour de caméra. C'est moins un peu vu que c'est le token, mais quand même. j'ai poche pareil. Et la caméra en fake. Tellement c'est horrible. Oh, Simian Spirit Guide. Gossamer Phantasm, Scourge Shaman, Green Seeker, Blight Speaker, Gaten Raiders, Psychotic Episode, Pallid Mycoderm, Giant Dust Wasp, Sidewinder Sliver, Abundant Fetch, Clockwork Hydra, Salt Blast, Oh, Visible Visible Shapeshifter. Shapeshifter, Oh, Leveler, et un token Griffin. qui a été super populaire un petit bout de temps avec Jace qui faisait que quand t'avais plus de cartes à piger, tu gagnais la game, mais le combo marchait pas assez fort parce que dès que tu te faisais avoir, que tu te faisais contrer ton spell, t'étais un petit peu fait. Slipestream Serpent, Sarcomite Mir, Two-Headed Sliver, Synchrophage, Thrill of the Hunt, Corpulent Corpse, Blade of the Sixth Sprite, Tendrils of Corruption, Children of Cordis, Siren Ephemeral, Stormcloud Djinn, Fury Sliver, Mycologist, Hypergenesis, Talorant Sky Summoner, et un token Spider. Catherine est super contente à chaque fois qu'elle pogne un old border. Ben oui, c'est cool. Il y en a un par paquet. Ouais, c'est pas grave, c'est quand même des cartes popées qui sont Oh. représentées. Ou Grape Shot. Erratic Mutation, Needle Speak Spider, Reflex Sliver, Strength in Number, Sinew Sliver, Penumbra Spider. Mais ça, il y a pas mal de trucs finissant en Ouais. C'est le booster des parce que t'es une Ouais. Ivory Giant, Strangling Suit, Bewilder, un autre. Gaia's Atom, Even Mind Sensor, Shivan Sand Mage, Kirky. Qu'on avait vu depuis 5 minutes. Ouais. Dreadrod Arcanist et un Cloud Sprite Token. Et le dernier booster de l'ouverture de cette vidéo. Excusez, ça me tentait. C'est correct. Prends son temps. Un autre Simian Spirit Guide. Ouh, pour moi, il est beau. Oui, puis c'est une commune qui vaut quand même une coupe de gros sous. Pas de piastres, mais de gros sous. Je pense que Coral, t'es à une Trickster, pièce à 50 la dernière fois que j'avais regardé. Cold Stalker, Dark Withering, Green Seeker, Search for Tomorrow, Aaron Doomsayer, Luther Ilcore, Shade of Tracker, Reckless Room, Sudden Shock, Delay, Might Sliver, Summoner's Oh. Pack,
Remain et un token gobelin qui a l'air d'un zombie. Mhm. Nice, donc une belle petite ouverture. Donc, à tout de suite! Ouais. Donc, moi, ben, je veux un peu plus parler de Corvol en tant que tel, là, un petit peu plus en détail, là, parce que c'est vraiment un de mes chouchous. J'arrête pas d'en parler. Donc, Corvol. Côté histoire en tant que telle de Corvol, j'ai pas rien trouvé là, en ce qui concerne là, vraiment là, qui aurait pu venir des livres ou autre. La seule chose qu'on sait de Corvol, c'est que lors d'un mariage, de son mariage, il a été ensorcelé par une fée qui est devenue le dragon qu'il est. Et qu'il a commencé ben, à manger autant le banquet que ses invités. Ce qui explique un peu le sacrifice qu'il doit faire. Ben, c'est ça. C'est ce qui explique la gimmick là, de Sacrifice et tout. Mais sinon, c'est tout ce qu'on a côté vraiment histoire de Corvol. En partant, Corvol, c'est une créature Jum, ce qui signifie qu'il est de couleur vert, noir, rouge. D'ailleurs, le rouge est un peu moins présent dans le deck. C'est quand même un petit peu drôle. C'est vraiment juste là pour en support. Le concept du deck de Corvol, c'est de faire des sacrifices pour soit faire des dommages à ton adversaire ou toi te donner des avantages. Fait que donc, si vous entendez John Sacrifice, Corvol, c'est un excellent exemple. C'est un très bon exemple. Donc, en ce qui concerne Corvol, c'est assez statistique. C'est une carte qui est flying. Lorsque Corvol rentre sur le battlefield ou attaque, vous devez sacrifier un permanent. Quand que vous le faites, vous mettez un counter +1/+1 sur Corvol et vous pigez une carte. Ce qui fait que, oui, Corvol, en général, il coûte 5 à caster et qui est une 4/4 flying. Mais ça devient, quand il vient sur le battlefield, il devient une 5/5 flying. Le mieux, selon moi, avec Corvol, c'est plus de se faire des tokens pour que vous puissiez sacrifier. Parce que ça va moins vous faire de mal sacrifier un token que sacrifier, par exemple, un générateur de tokens, que ce soit une créature, un artefact ou un enchantement. Pour après ça, booster Corvol et attaquer, faire le plus de dégâts possible. Que ce soit avec lui-même ou en combo avec d'autres cartes. Des exemples très classiques que vous allez retrouver, c'est le fameux Squadron Familiar, qui est un petit chat noir que vous pouvez que vous pouvez l'utiliser en sacrifice, mais que si vous jouez avec les full tokens, que vous pouvez ramener sous le battlefield. Donc ça fait en quelque sorte un cycle infini si vous êtes capable de toujours avoir une forme de full token à votre disposition avec le chat. Puis il y a un autre classique aussi qu'on met dans un deck avec Corvol. Toujours là, c'est mon humble avis. C'est Mayhem Devil. Ce qui est chouette avec lui, c'est que lorsque quelqu'un, pas juste vous, mais vraiment quelqu'un se doit sacrifier un permanent, il fait un dégât à n'importe quel target. Donc, si vous sacrifiez beaucoup de choses, puis ou si vous forcez à sacrifier, ben vous pouvez pas mal répartir les dégâts un peu partout, même sur des Planeswalkers. Donc fait que si je comprends bien, Corvol, Mayhem Devil, Grave Pack, puis des tokens, puis je suis parti pour la gloire. C'est un excellent début pour Corvol. Un petit fait intéressant, ce qui concerne Corvol, mais aussi les autres commanders des Deck Brawl. Côté monétaire, Corvol, Chulan, Alela et Sirgwin, ils valent moins cher s'ils sont foil que normal. C'est qui est pas nécessairement dire qu'il est rare, mais c'est pas dans l'habituel. Parce que vu que les decks Brawl sont automatiquement en foil, c'était plus facile d'accès que les non-foil. Qui suivaient la mentalité vu que c'est des cartes mythiques, ben, qui sont plus rares à avoir. Donc, si jamais vous ouvrez un booster de Throne of Eldraine et que vous avez un Corvol... ça va être juste dans les collecteurs boosters que vous allez pouvoir le pogner de dans un collecteur booster, mais quand même, si jamais vous ouvrez un Corvol non-foil, ben soyez quand même content, même s'il n'est pas foil, parce qu'il vaut un petit peu plus. Dans le fond, il avait été printé, mais dans les collecteurs boosters, les versions non-foil.
Fait que c'est pas perdu. Dans Throne of Eldraine, y a-tu une carte que tu préfères? Ben, c'est pas tant la carte que j'aime le plus que le rule text que j'aime le plus, puis que je trouve qu'il ouvre des opportunités assez incroyables, c'est Ginger Brute. Parce que Ginger Brute, il est haste. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux payer 1, si je me souviens bien, puis il peut pas être bloqué à part par les créatures qui ont haste. Fait que ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, il n'est pas juste haste quand il arrive sur le battlefield. Ce que je trouve plate, c'est que souvent les créatures qui ont haste, c'est comme ah, moi je suis fou. Tu sais, si on y va avec la définition pure de haste, c'est je suis rapide, je suis vif, je suis. Mais tu sais, ils sont juste rapides quand ils arrivent. Après ça, ils deviennent bien normales. Ils sont pas first strike, ils sont pas rien qui font rapide. Tu sais, je comprends que haste, dans le sens de Magic, c'est dans le sens que je suis rapide quand j'arrive sur le battlefield. Mais dans ma tête, haste, au sens pur de haste, c'est rapide tout court. Fait que ce que je trouve cool, c'est que justement, il peut devenir que je suis tellement rapide que les seules créatures qui sont capables de me bloquer, c'est ceux qui sont aussi rapides que moi. Fait que ça, je trouve ça nice. J'aime ce concept-là. Est-ce que c'est une carte que je joue? Pas en tout. Mais est-ce que j'aime ce qu'ils ont emmené puis ce qu'ils ont essayé de faire avec cette carte-là puis l'essai qu'ils ont fait puis que je trouve qu'ils ont très bien fait de le faire? Ginger Brute, c'est une carte que je trouve. Faites-en plus des tests de même. Est-ce que ça va toujours marcher? Non. Est-ce que Ginger Brute est une carte jouée? Je pense pas. Mais est-ce que j'aime ce qu'ils ont fait avec? J'adore. Sinon, ben, c'est sûr que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Garruk, mais c'est juste parce que je suis un vieux joueur que j'aime Garruk. Puis son conflit avec Liliana parce que je suis un peu un fan fini de Liliana. Hey, moi je vais t'avouer que sur la carte Planeswalker de Garruk, j'ai un gros coup de cœur. Elle est quand même nice. Oui. Tu sais, si on y va carte pour carte, Garruk, c'est ma carte préférée. Mais si on y va pour l'essence magique d'une carte, c'est le flavor, le rule text de Ginger Brute. Donc sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée. Et à la prochaine! Bye bye!